Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur les ondes de RCF Poitou. Bienvenue dans votre rendez-vous d'information politique sine qua non. Nous sommes ensemble pour un peu plus de 40 minutes et chaque mois, un invité vient nous livrer son analyse de l'actualité politique, mais pas seulement, aussi de son engagement politique et le sens de son engagement politique. Et nous recevons en ce mois de mars Xavier Moignet, ancien conseiller général et actuel conseiller municipal et chef de file de l'opposition de Sèvres-en-Saumon, tout près de Poitiers. Il est aussi conseiller communautaire. Xavier Moignet, bonsoir. Bonsoir. Votre actualité aussi, vous avez été élu en octobre dernier président départemental des élus socialistes et républicains de la Vienne, où vous avez succédé à Jean-Daniel Blusseau. Comment allez-vous? Bonsoir d'abord. Eh bien écoutez, très bien, merci. Bon, comment est-ce qu'on vit cette nouvelle vie, puisque les élections ont fait que vous n'êtes plus conseiller général, conseiller départemental, ça, d'un seul coup, ça, dans l'emploi du temps, ça doit être quelque chose de difficile à gérer ou pas simple au début? Non, dans l'emploi du temps, déjà, ça remet les choses à l'essentiel, c'est-à-dire la famille, où on va reprendre ses marques à la maison, autour de la table aussi, un peu plus de présence auprès des enfants et de sa conjointe. Et également se dire que le lundi matin, on va retourner au travail. D'accord, parce que vous faites partie de ces rares politiques qui ont un vrai boulot, comme on dit. Alors, je fais partie de ces élus qui, effectivement, avant d'être élus, ont travaillé. Et donc, je suis enseignant à l'Université de Poitiers. D'accord. Je vais vous présenter ceux qui sont autour de cette table. Vous allez voir, ils ne sont pas toujours gentils avec l'invité. Mais en général, il n'y a jamais de violence à la fin de l'émission. Philippe Chadéron, alors avec lui, normalement, ça devrait à peu près bien se passer. Il est membre du Parti Socialiste, courant des réformateurs. Très investi sur la thématique du développement durable et très présent, comme vous le savez probablement, sur les réseaux sociaux. Bonsoir Philippe, en pleine forme. Bon, en pleine forme. Bon, tout à l'heure, vous le verrez, Philippe a cette spécificité de proposer chaque mois un petit interrogatoire tout simple à notre invité. Donc ce sera tout à l'heure après la pause musicale. Alors avec lui, ça va être plus compliqué, je vous le dis déjà. C'est Michel Brun, il est membre des Républicains, élu de Buxerolles. Très investi aussi dans le milieu associatif. Bonsoir Michel, comment allez-vous? Eh bien, ça va impeccable, hein, là. Je suis en pleine forme là, parce que j'ai besoin de l'aide là, parce que ce soir, alors, avec le Parti Socialiste, le Parti Communiste, ça va pas être simple. Non. Il y a aussi Frédéric Schneider qui est à votre gauche, bonsoir, qui est à ma droite. Oui. Frédéric Schneider qui a été l'ancien patron des radicaux de gauche de la Vienne, qui a été aussi maire de Vernon dans la Vienne. Ça va Frédéric? Bon, mais en pleine forme. Bon, alors, on n'a pas Jacques Herfeuillère. Non. Il est parti dans le Larzac. Ou à Moscou, on ne sait plus. Voilà, et il fait une retraite pour une initiation au bouddhisme. Voilà, ouais, Jacques, on vous salue. Voilà, vous êtes. Bon, je plaisante, Jacques est aussi enseignant dans la vie. Et au moment où on enregistre cette émission, parce que l'émission, je le précise, compte tenu de l'actualité du moment, est enregistrée mardi, la veille de la diffusion. Donc il y a peut-être des choses qui pourront nous échapper si jamais il se passe des choses, parce que l'actualité est assez riche ces dernières heures. Il n'est pas là, puisque tout simplement, il est en classe journalisme à Châtellerault avec ses élèves. On le salue. Bon, très bien. On va donc faire un tour de votre actualité. Je le rappelais, donc vous avez été conseiller général. Un mot peut-être justement sur le fonctionnement, alors on dit plus conseil général, du conseil départemental actuel, à la fois sur les premiers mois de présidence du nouveau président, Bruno Belin, qui a été votre collègue, il était vice-président à l'époque, et puis peut-être aussi un mot sur l'opposition, une opposition qui est peut-être plus compliquée qu'au moment où vous y étiez, puisqu'elle est réduite, assez réduite, un petit peu votre regard sur cette opposition. Donc le président et le fonctionnement de l'opposition. Alors, 2 mots sur le président que je connais bien, puisque outre le fait que nous avons été effectivement élus dans cette assemblée sur 4 ans, moi je travaillais dans la même commission qu'il présidait, donc une des grandes qualités de Bruno Belin, c'est son énergie, que tout le monde lui reconnaît. Un des défauts majeurs que je lui donnerais, c'est que c'est un vrai libéral. Et qu'effectivement, il l'a marqué au regard des premiers mois de sa première année, notamment de présidence au conseil départemental. De toute évidence, il y a un changement, ce n'est plus Claude Berthaud, c'est quelqu'un qui a des convictions libérales et qui, par notamment récemment le vote du budget, le montre. Nous avons ici une personne qui est clairement de droite et qui l'affirme. Moi, comme démocrate, j'observe ça avec beaucoup d'intérêt. Je ne partage pas ses idées, mais bon, on a les élus qui effectivement étaient choisis par les électeurs et il a une majorité très nette. Le travail de l'opposition n'en est plus difficile. Le mode de scrutin et l'organisation des cantons a été quand même articulé par une gouvernance que je soutiens.
Donc je pense qu'à cet instant, il nous faut respecter les choix des électeurs. Les élus d'opposition font leur travail. Et je trouve ça très bien, c'est plutôt sain. Surtout, comme vous l'avez souligné, on a une actualité aujourd'hui qui est un peu douloureuse. Pour un certain nombre de pays, nos amis bruxellois souffrent, la démocratie souffre. Je pense que dans une moindre mesure, il faut quand même regarder ça avec beaucoup de distance, on va dire. Ce qui se passe au conseil départemental est important. L'opposition existe, la majorité est là et elle fait son travail. Alors justement, cette opposition qui est dirigée par Jean-Daniel Blusseau. Jean-Daniel Blusseau, on le sent peut-être, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il y a eu une baisse de motivation, mais on le sent peut-être moins à l'attaque qu'il a pu être avant. Quel regard vous portez, vous, sur son action ? Alors, ça m'est difficile de porter un jugement sur les collègues parce que, à la différence de quelques-uns, je suis pas nostalgique. Moi, je ne regarde pas derrière. Et le conseil départemental, c'est une nouvelle mandature pour d'autres élus. Je ne suis pas observé les comportements des uns et des autres. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un territoire qui est la Vienne, dans une nouvelle configuration qui est une grande région. Et je ne focalise pas sur ce groupe d'opposants en particulier, ou quand bien même le comportement de tel ou tel dans l'Assemblée. Moi, ce qui m'importe, c'est comment le département va trouver sa place dans cette grande région. Moi, je suis un élu qui habite dans la ruralité. Je travaille à Poitiers, j'essaie d'être dans ce juste équilibre. Et j'avoue que quelquefois, je suis un peu inquiet. Bon, d'accord. Peut-être une question. Philippe, Michel, bien près du micro, Xavier. Oui, monsieur Moignet, bonjour. Bonjour. Bon, déjà, moi, je suis satisfait de vous avoir en face de moi. Déjà parce que vous êtes jeune. Et je pense qu'aujourd'hui, la politique mérite d'être rajeunie. Alors ça, il commence toujours gentiment, je le dis. C'est là Maintenant, je vais vous poser la question suivante. Que pouvez-vous dire aujourd'hui à vos électeurs du PS pour qu'ils restent motivés après les mensonges du président de la République, les problèmes financiers à la région, le retrait de M. Macaire et la prime aux incompétences qui a été donnée par Mme Ségolène Royal à 2 personnes qui étaient au conseil régional. Alors, première chose, ce ne sont pas mes électeurs, les électeurs du PS. Moi, j'ai des électeurs qui sont effectivement dans mon canton de Saint-Julien-Lard et qui, pour le moins, m'ont été fidèles. Il se trouve que l'élargissement à Montamusée et Chasseneuil nous a fait perdre ce canton de 150 voix. Vous dire exactement ce que je pense des élus qui étaient, me semble-t-il, dans une assemblée régionale qui avait toute latitude pour vérifier ce qui s'y passait, je n'ai pas d'avis. Moi, je serais plutôt un observateur attentif et discret. La Cour des comptes va être mandatée pour observer un certain nombre de fonctionnements et de dysfonctionnements peut-être. Par contre, je connais bien Larousset et je sais que c'est un homme qui saura prendre les bonnes décisions et qui saura évidemment ici donner les bons éclairages. On notera tous quand même que la présidence de la commission des finances a été accordée à l'opposition. Je crois que déjà ça c'est un signe fort. C'était une idée de Nicolas Sarkozy au niveau national, au début. Mais toutes les idées de démocrates qui servent la démocratie sont utiles. Je vois qu'Olivier Chartier use et abuse de son droit de parole pour effectivement dénoncer les choses qui sembleraient être délicates. Moi, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Pour ce qui est du Parti Socialiste, le Parti Socialiste, comme d'autres partis républicains, je pourrais citer notamment l'UMP puis les Républicains, qui a cette stratégie de changer de nom à chaque fois qu'il y a une crise. Le Parti Socialiste, il connaît les habituelles vicissitudes d'un parti politique. Je suis effectivement, comme vous l'avez souligné, un jeune élu. J'arrive quand même à 50 ans. J'ai une petite histoire politique qui m'a montré que quelques années passées, il y avait des divergences très fortes. Notamment, on se souviendra des grands épisodes avec Michel Rocard et François Mitterrand. On nous promettait déjà l'implosion du Parti Socialiste. Moi, j'ai espoir que ça n'arrive pas. Je suis aussi de ceux qui, quelquefois, quand ils ne sont pas d'accord, le disent. Bon. Xavier Moignet, Attendez, je veux quand même rajouter quelque chose. Bon, vous avez lu la presse ce matin, la facture s'alourdit. On en est à 400 millions d'euros, une ardoise d'environ 400 millions d'euros. On est passé de 132 millions à 400 millions. J'espère que ça va s'arrêter, parce que sinon, ça va être grave. Et surtout que ça va être certainement l'Aquitaine qui va devoir payer. C'est quand même inquiétant. Moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Macaire, parce que je pense que c'est quelqu'un de foncièrement honnête, qui, je pense, s'est fait avoir par Madame Royal. Moi, c'est mon avis. Il a été naïf
pendant la période où il a été président. Et aujourd'hui, c'est lui, malheureusement, qui va prendre tous les éclats de cette histoire. Juste, alors on va préciser, vous n'avez pas été conseiller régional, donc vous étiez conseiller général. Par contre, moi j'ai une question plus générale. Comment est-ce que c'est possible qu'il puisse échapper à un exécutif quand même des dépenses dans cette proportion et un suivi de la dépense dans cette proportion? Là, globalement, sans revenir sur le cas de la région, comment c'est possible que c'est pu déborder comme ça? Alors, un exécutif, d'abord, il est constitué d'élus qui ne sont pas forcément des financiers avertis. Il faut quand même ne pas oublier que les élus de la République qui ont un vrai travail et qui ont une activité ne sont pas forcément des financiers. Moi, je l'apprécie au regard de mes activités, notamment pour avoir siégé dans des conseils d'administration d'associations. Pour demain soir, nous aurons à voter le budget d'une commune. Beaucoup d'élus aujourd'hui sont en difficulté face à des chiffres, et je pense qu'on met là l'accent. Alors, je n'accuse personne. On met là l'accent sur le déficit de formation des élus. Ouais. C'est ce paradoxe où on souhaiterait que les élus continuent à travailler, mais le paradoxe où on ne forme pas les élus. Et pour être très honnête avec vous, pour avoir assisté à quelques votes de budget au Conseil général, on avait des quantités de chiffres qui défilaient. Je pense que très honnêtement, dans la salle, on n'était qu'une petite poignée à bien comprendre ce qu'on était en train de voter. Donc on a effectivement confiance au service, on a confiance effectivement à ces personnels qui nous présentent des comptes, quelques indicateurs qui semblent être corrects, des encours de dette, des choses comme ça. Mais si on rentre vraiment dans le détail, il faut être honnête. On n'est pas tous des spécialistes. Moi, j'ai quelques lacunes sur certains domaines et j'aurais beaucoup de difficultés à apprécier les politiques qui sont menées. Néanmoins, il y a des services et moi, je crois qu'il est effectivement de la responsabilité des services d'apporter des éclairages aux élus, et c'est pour ça que ces postes sont importants et qu'on doit mettre les bonnes personnes au bon endroit. Après, je n'ai pas d'appréciation à juger. Effectivement, je ne suis pas conseiller régional. Philippe, peut-être une question. Ouais, pas une question, mais je réagis sur une question de Michel. Ce qui me choque dans cette histoire, c'est qu'on est tous capables de faire des erreurs, mais que Madame Royal s'autorise de recycler les personnes qui sont très directement à l'origine de ces écarts, ça me semble proprement scandaleux. Pas les élus là, pour le coup les services. Ah non, les services. Voilà. Donc je citerai pas les noms parce qu'il y a des procédures probablement qui vont arriver, mais c'est juste scandaleux et ça, il faut le dénoncer. Michel a raison. Bon. Autre chose à rajouter, Xavier? Rien de spécial, merci. Parfait. On va revenir ensemble. Bon, là, c'est le moment un peu douloureux de l'émission qui arrive, je précise tout de suite. Il a 2 mots à vous dire. C'est Frédéric Schneider maintenant, pour son billet. Bon courage. On se dit à tout à l'heure. Ça va aller. Alors c'est marrant parce que... S'il nous promet de rester dans les studios. Ouais, alors ce que je dis tout de suite, c'est qu'à chaque fois, je dis à peu près ça aux invités pour les mettre en condition, et qu'en général, ça se termine toujours par un petit sourire. Et je pense pouvoir dire qu'il va sûrement être dur, comme il l'est avec chaque invité, mais il y a des invités qui ont été plus durement touchés que d'autres. Voilà. Le principal, c'est qu'il soit juste. Alors ça, par contre, il est de mauvaise foi en général. Ça, je rajoute aussi ça. C'est pour ça qu'il est là. Quel plaisir, cher Xavier, de vous avoir comme invité dans cette émission, un invité de dernière minute, certes. On expliquera pourquoi. Oui, mais néanmoins un invité de marque, puisqu'il semble que vous soyez le premier à vous présenter ici comme candidat à la candidature aux législatives 2017 pour porter les couleurs du Parti socialiste, ou quand l'abnégation côtoie l'amour de la branlée. Faut-il rappeler à nos auditeurs que vous êtes le seul ancien conseiller général socialiste à avoir perdu son poste au département lors des dernières élections, entraînant avec vous l'ancienne députée européenne Bernadette Vergnaud, qui depuis cette chute en binôme, a tout simplement décidé d'arrêter la politique. Bref, un bilan plutôt négatif, que d'aucuns qualifieraient de passif, rajouter à cela une défaite nette et sans bavure face à Benoît Tirant pour le poste de premier secrétaire fédéral, ainsi que votre très récente mise à l'écart par le président de l'université, qui ne vous reprend pas dans son équipe cette année, fichtre, on a connu de bien meilleurs signaux pour un futur candidat à la députation. Oui, je vous l'accorde, mon portrait n'est pas très flatteur jusqu'à présent, c'est même, me semble-t-il, le plus à charge qu'il m'ait été donné de dresser, nonobstant celui écrit sur le leader départemental du Front National que nous avions reçu lors de la première de Sine Qua Non, mais je ne prenais aucun risque majeur, il n'était pas dans nos studios et il ne devait pas comprendre tout ce que je disais. Rassurez-vous, cher Xavier Moignet, j'ai malgré tout de l'estime pour vous. J'ose même affirmer qu'une amitié nous a liés quelques années. Souvenez-vous, c'était au siècle dernier. N'essayons pas de travestir la vérité des faits. Nous nous connaissons, vous et moi, plutôt bien,
Et je me suis récemment aperçu que nous avions bon nombre de points communs, en commençant par notre année et lieu de naissance, 1968 à Niort, pour tous les deux, et nos premiers combats politiques ont été vécus sous le même drapeau radical de gauche, un mouvement dont nous avons été secrétaire départemental, vous et moi. En 1998, Xavier, vous m'avez sollicité pour être votre directeur de campagne lors des cantonales à Saint-Julien-Lars, et votre beau score, plus de 8% si je ne m'abuse, a contribué à votre éclosion. Petit à petit, vous êtes devenu un incontournable dans le canton, jusqu'à en devenir conseiller général, mais cette fois, sous la bannière socialiste, être radical de gauche, ça va un temps, hein, faut pas déconner. Nos chemins se sont alors séparés. J'avais pour ma part décidé de quitter la politique après un mandat de maire, ou d'éphémère, devrais-je dire. Vous, persuadé que vous aviez un destin dans le milieu, oui, j'emploie le terme à bon escient, vous avez poursuivi votre carrière, perdant toutefois toutes les élections municipales à Sèvres-en-Saumon, mais c'est à croire que c'était écrit. Rien ne devait vous faire renoncer à devenir quelqu'un, rien ni personne. Aïe, les prétendants à la candidature des primaires législatives ont eux aussi de sacrées qualités à faire valoir, ça ne va pas être simple, soyons lucides. Je ne parlerai pas ce soir de vos concurrents, ils viendront, je pense, vendre leurs arguments et peut-être même leur âme dans cette émission, et ils prendront le même risque que vous en acceptant d'écouter ma chronique jusqu'au bout. Xavier Moignet, avant de vous redonner la parole et pour conclure ce laïus, dont vous ne ferez pas a priori la promotion, j'aimerais que vous me disiez quel est ce visionnaire qui a dit le 10 novembre 2009, ouvrez les guillemets, ma région à moi c'est une région généreuse, ma région à moi c'est une région qui donne aux autres, ma région à moi c'est une région avec Ségolène. Oui, ne dites rien. Vous êtes très certainement gêné aujourd'hui d'avoir misé aveuglément sur l'ancienne présidente de Poitou-Charentes. Faire des paris sur l'avenir comporte des risques, mais moi, j'ose prendre le risque de parier sur un énième échec de votre candidature. Et comme je vous sais intelligent, Xavier Moignet, et que finalement je vous aime bien, je vais redevenir un court instant votre directeur de campagne ou de conscience en vous demandant pourquoi, Xavier, ne prendriez-vous pas de la hauteur et du recul en décidant de vous consacrer uniquement au mandat qui vous a toujours échappé, celui de maire de Sèvres-en-Saumon. Les électeurs auraient ainsi l'impression, voire la certitude, que vous ne courez pas plusieurs lièvres à la fois et que votre engagement au sein de votre commune est indéfectible et prioritaire. Ah oui, alors pourquoi on sait qu'il y a une mairesse qui est bien installée, mais c'est plutôt une terre électorale qui pourrait être possible pour vous en 2020. Vous y pensez ou pas ? Alors, je pense que aujourd'hui je suis élu municipal et que la liste que j'ai conduite a effectivement été dans un contexte de 2014 où le moins qu'on puisse dire c'est que les couleurs que je défendais n'étaient pas celles de l'air du temps. Et nous avons effectivement un petit écart de 50 voix qui a fait qu'aujourd'hui nous ne sommes pas à gérer cette commune. L'histoire de la commune de Sèvres-en-Saumon, elle n'est pas exceptionnelle, elle existe dans plein d'autres communes. Il y a un attachement très fort au maire de la commune qui a probablement de grande qualité. Elle a hélas plus la qualité de la jeunesse, mais c'est le sort de tout à chacun, ce n'est pas très grave. Ça va tous nous toucher. Ça va tous nous toucher, effectivement. Après, que vous dire de plus, moi je suis heureux dans ce petit mandat d'élu. J'avais quelques camarades au conseil général qui me disaient le plus beau des mandats, c'est celui de conseiller municipal et c'est celui qui effectivement te donnera les meilleures expériences. Bon, moi je le vis au quotidien, Nous avons effectivement à gérer la pénurie, nous avons à gérer le quotidien des habitants. Moi, je trouve que c'est un bon mandat et je suis toujours enthousiaste à défendre les maires des communes, quels qu'ils soient, parce que j'ai bien conscience que aujourd'hui, c'est quand même le dernier difficile et le dernier lien qui unit encore les citoyens à l'idée de ce que peut être la politique. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui va la sauver, la politique. Ouais. Juste un mot. Frédéric l'a dit, normalement on avait prévu, je vais quand même expliquer aux auditeurs, on avait prévu de faire une séance avec tous les candidats à la candidature du Parti Socialiste. On voulait commencer avec vous, c'était ce qui était fixé, on voulait commencer avec vous parce que c'était peut-être vous qui étiez peut-être le plus dépassionné du débat, parce on sent qu'à Poitiers ça tape dur, entre Aurélien Tricot et Mathias Agoul, on va dire les choses. Le plus délocalisé. Le plus délocalisé et qui représentait donc une partie non négligeable de ce qu'est cette circonscription malgré tout. Et en fait, on devait avoir Alain Barraud, le patron de FO, je le dis, alors je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça, qui a des problèmes de santé. Et je voulais remercier Xavier parce que Xavier a accepté avec un mois d'avance de venir nous voir.
Et je voudrais aussi avoir une pensée pour Alain Barraud qui nous écoute peut-être ce soir et qui, j'espère, reviendra en pleine forme dans les mois et dans les semaines et dans les mois à venir. On va marquer une pause musicale, on va se retrouver dans un tout petit instant, notamment, alors je le dis, avec la présidente du mouvement des jeunes communistes qui s'appelle Camille Lenné, et puis il y aura aussi l'interview questionnaire de Philippe Chadéron, ce sera juste après la pause. Voilà, vous êtes à l'écoute de Sine Qua Non, Mistral gagnant de Renault, évidemment, vous l'avez reconnu. Nous allons poursuivre cette émission Sine Qua Non avec notre invité du mois, Xavier Moignet, qui est l'ancien conseiller général du canton de Sèvres-en-Saumon, actuel conseiller municipal, chef de file de l'opposition et aussi président départemental des élus socialistes républicains de la Vienne. Je vais maintenant vous laisser avec Philippe Chadéron pour des questions simples et rapides. Une seule condition, la franchise. Et répondre par oui ou non, Xavier, si vous acceptez cette règle du jeu. Donc première question, je crois que vous soutenez Martine Aubry, c'est ce que j'ai pu trouver à droite à gauche, qui ne cesse ces derniers temps d'affaiblir l'action du gouvernement par ses attaques. Ma question est simple, est-ce que vous cautionnez ces attaques qui finalement affaiblissent votre camp, monsieur Moignet ? Alors je ne soutiens pas Martine Aubry, je soutiens la parole d'une élue socialiste qui est celle d'un ensemble de militants qui voulaient que lorsqu'on fait un projet de loi de cette nature, il y ait effectivement une discussion en amont, et ça c'est la méthode que j'ai le plus soutenue. Et je trouvais que c'était tout à fait maladroit de travailler comme ça. Ok. Le département, nouvelle question donc, vient d'annoncer des hausses d'impôts de 18%. La baisse des dotations de l'État est en général systématiquement mise en avant pour justifier ces hausses. Vous avez été conseiller général lors de la période précédente. Je me suis laissé dire que de nombreux élus partaient assez souvent pour des missions internationales, assez éloignées finalement des prérogatives des départements. Avez-vous vous-même profité de ces missions à l'étranger ? Alors j'ai profité d'une mission à l'étranger. Et pour l'anecdote, en tant que papa d'une famille nombreuse, j'ai notamment voyagé avec des tarifs famille nombreuse. Donc ce qui épargnait un petit peu la poche du contribuable. J'ai fait un voyage d'études très important de notre point de vue. C'était un travail que nous faisions sur la e-santé et les connexions que nous pouvions, enfin les usages qui pouvaient être faits pour maintenir des services publics de santé dans le département. Dans quel pays ? Nous sommes allés en Norvège. D'accord. Est-ce que selon vous, ces missions à l'étranger doivent maintenant cesser ou elles doivent continuer pour un département ? Je pense que c'est surtout la question que nous devons nous poser, c'est quelles sont les compétences qui restent au département pour faire ce type de voyage. De l'utilité du voyage, moi ça me paraissait fondamental. Et je pense que nous n'avons pas été en voyage organisé pour se promener, puisque l'organisation norvégienne faisait que nous étions pris en charge du matin à 8h jusqu'au soir à 19h, et nous avons fait que travailler et visiter effectivement un certain nombre d'entreprises, d'universités, et un certain lieu de prise en charge de personnes en difficulté de santé. Ça a été un voyage très instructif, moi je n'en regrette absolument pas, et je pense que s'il y a des économies à faire, c'est probablement pas sur ce type de voyage, quand bien même ils aient un intérêt quand même bien ciblé. Je leur dirais plutôt qu'aujourd'hui, augmenter les impôts de 18%, c'est aussi peut-être financer un mémorial pour le Haut-Poitou à Mont-sur-Gaine, par exemple, qui là, de toute évidence, n'est pas une compétence que je privilégierais si j'étais président du Conseil général. Oui, je ne sais pas laquelle des deux est la plus proche de la vocation du conseiller général, mais bon, on y reviendra en aparté. Dernière question, vous avez reçu récemment les palmes académiques. Estimez-vous utile de maintenir ces récompenses, comme je pense par exemple à la Légion d'honneur, dans l'esprit dans laquelle elles sont attribuées en général, c'est-à-dire pour la Légion d'honneur en général, une récompense donnée par des nantis à des nantis. Faut-il maintenir cela ? J'espère qu'on va la maintenir. Alors moi j'ai toujours cette anecdote, quand j'étais petit je lisais Marcel Pagnol, et je me rappelais de cette suprême récompense qui était attendue par les instituteurs de la République. Et je sais aussi d'expérience que nous avons, nous, à l'université, récompensé des agents, des administratifs, et que ces personnes-là sont aussi très sensibles. Et moi, je suis très sensible et très attaché à ce type de distinction qui ne coûte rien, puisque nous ne touchons pas, effectivement. Pour les palmes, Pour les palmes, nous ne touchons rien. Et moi, je suis d'ailleurs de ceux qui les portent. Et non, je peux. Oui. Non, parce que là, ce que tu viens de dire, je trouve que c'est un peu fort. Parce que moi, je suis aussi titulaire de l'Ordre national du mérite. Moi, j'ai absolument rien. J'ai pas l'impression de l'avoir volé. J'ai fait des opérations extérieures. Alors maintenant,
je suis conscient qu'il y a des gens qui ont des médailles, et il n'y a pas longtemps, le président de la République a décoré quelqu'un. Est-ce que c'était justifié? Mais je pense que la personne avait dû dire, si vous me donnez la Légion d'honneur, je vous achète du matériel militaire. Bon, je ne sais pas si c'est exact ou pas, mais il faut faire attention aux paroles qu'on prononce par rapport aux décorations. Parce que je pense, sans vouloir faire le porte-parole de Philippe, qui veut simplement dire que des fois c'est donné à des gens qui ne le méritent pas, ce qui n'est pas le cas d'Xavier, qui est enseignant depuis longtemps. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même voilà, c'est ça. Non, mais je pensais à la Légion d'honneur, clairement. Voilà, les palmes, peu importe. La Légion d'honneur, c'est clairement regardez la liste tous les ans en début d'année. C'est quand même scandaleux. Donc, vous pouvez regarder l'Ordre national du mérite, vous pouvez faire exactement la même réflexion que vous faites pour le palme académique. Ceux qui ne l'ont pas sont toujours déçus de ne pas l'avoir. Et ils trouvent toujours les bons propos pour dire lui il le mérite pas. Bon, moi je regrette. Il y a une enquête pour avoir ce genre de médailles. On ferait une émission spéciale. Non, mais il y a des enquêtes. Non, mais je tiens à le dire parce qu'il y a des enquêtes de moralité qui sont faites et c'est fait par la police et les renseignements généraux. Donc c'est quand même quelque chose qui, à mon sens, est crédible. Voilà. Bon, je l'aurai bientôt alors. C'est bon. Très bien. Allez, on va enchaîner avec la rubrique Il où elle a marqué l'actu. On va revenir sur un fait d'actualité et on a choisi ce mois Camille Lenné, ancienne étudiante de sociologie à Poitiers, qui vient d'être élue secrétaire générale des jeunes communistes. Camille Lenné, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. D'abord, une question qu'on s'est posée tous autour de cette table en préparant l'émission. Avez-vous un rapport avec Tony Lenné? Parce que, je ne sais pas si on vous l'a sûrement déjà posé, mais est-ce que vous avez un rapport avec Tony Lenné? Est-ce que vous êtes son arrière-petite-nièce? Je ne sais pas, peu importe. Alors, absolument pas. On m'a déjà souvent posé la question, vu que j'ai vécu un moment à Poitiers, mais non, je ne suis pas de sa famille, pas du tout. Bon, ok. Alors, une question, la première. Pourquoi est-ce qu'on choisit de s'investir chez les jeunes communistes en 2016? En 2016 ouais. Après, moi, ça fait depuis 2009 que je suis engagée. Mais du coup, en 2016, là, il y a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent. Notamment, en plus, en ce moment, on est très mobilisés contre la loi El Khomri. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il y a des jeunes qui s'engagent maintenant? En fait, ça fait depuis 2012 qu'on entend que François Hollande, sa priorité, c'est la jeunesse. On a eu des beaux engagements, des belles promesses. Et puis, en fait, on voit bien qu'il n'y a rien qui vient. Et les jeunes sont toujours plus enfermés dans un sas de précarité. Et je pense que s'ils s'engagent aujourd'hui, y compris il y a beaucoup de jeunes mobilisés dans ce mouvement social, c'est aussi parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et voilà, du coup c'est pour ça qu'ils s'engagent. Et en tout cas, nous c'est pour ça qu'on est engagés aussi dans ce mouvement-là et qu'on essaye de rassembler le plus de jeunes possible. Oui, Camille Lenné, bonsoir. Je voulais vous poser une question. J'ai lu une interview ce matin dans la presse d'ailleurs. Enfin hier, oui, hier, excusez-moi, mais c'est que je l'ai relu aujourd'hui. Oui. Ah oui, d'accord, pardon. Sur votre implication dans le Parti communiste, et on vous posait la question pourquoi le Parti communiste, et vous aviez hésité, a priori, entre le NPA et le PS. Alors pourquoi le Parti communiste? Est-ce que c'est parce que la bière est meilleure à la fête de l'humanité ou quelles sont vos convictions profondes pour choisir le communisme? C'est quand même pas rien. Oui, écoutez, moi je suis communiste. En fait, je vais pas passer mon temps à cracher sur le Parti Socialiste parce que ça m'intéresse pas, mais en réalité, moi, je me sens engagée et je me sens communiste et je me sens surtout pour une société plus juste, de partage, etc. Et du coup, ce qu'on a en face de nous, y compris la gauche traditionnelle comme le Parti Socialiste, ça renvoie du libéralisme. Et moi, ça m'intéresse pas. Et puis après, le NPA, c'est pas non plus ce qui me correspondait, et que ce soit même le NPA ou d'autres partis d'extrême gauche. Moi, je suis pas libéral, je suis pas d'extrême gauche, je suis communiste, quoi. Voilà. Michel a une question. Alors Michel, lui, c'est les Républicains. Je vous le dis tout de suite. Oui, bonjour madame. Une question très simple. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait changer l'appellation de votre parti? Non, pourquoi on est communiste, on va pas s'en cacher. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le communisme, jusqu'à preuve du contraire, là, quand vous avez fait 3%, vous êtes heureux. On a toutes les histoires avec les pays de l'Est, qui vous ont pas aidé. Et aujourd'hui, quand vous dites que les jeunes, ils vont beaucoup au Parti Socialiste, je pense qu'ils vont beaucoup plus au Front National qu'au Parti Socialiste. Et au Parti Communiste, pardon. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un problème qu'il faudrait régler rapidement? Et est-ce que le fait de changer d'appellation au Parti Communiste, peut-être ça donnerait une autre image de votre parti?
Alors après, moi du coup, il y a le Parti communiste et il y a les jeunes communistes, parce que du coup, dans le fameux article qui est sorti hier, c'est expliqué, puisqu'on n'est pas l'antichambre du PCF, même si on est effectivement très très lié avec eux et c'est bien normal et on est tous dans le mouvement communiste. Après, en termes des jeunes communistes, nous, oui, d'accord, on s'appelle communiste. Et après, je sais pas si ça fait peur aux gens, peut-être, mais parce que aussi, vu ce qu'on leur apprend et vu ce qu'on met dans le crâne des gens sur le communisme, c'est aussi un autre débat. Et puis après, moi je veux bien qu'on ramène toujours les choses à Staline, mais les communistes ils ont fait d'autres choses d'ici là. Et en tout cas, nous on est engagés pleinement, y compris donc là dans ce mouvement social là, mais on a fait plein de choses sur la question palestinienne, on a fait plein de choses depuis des années pour la précarité des jeunes. Et voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de se cacher, on est des communistes, on en est plutôt fiers même. Et voilà, je suis pas sûre que changer le nom du parti, ça changera quoi que ce soit, rien du tout, parce que et puis on n'a pas envie en plus, donc voilà. Et est-ce qu'il y a des questions autour de cette table? Non? Philippe? Frédéric? Non, moi je suis toujours ravi de voir que des jeunes s'engagent, quelles que soient d'ailleurs les convictions, leurs convictions, enfin je mettrai quelques bémols quand même. Non, moi je suis ravi de faire connaissance avec Camille Lenné, même si je ne partage pas du tout son engagement et ses motivations. Moi je la félicite de prendre la politique à bras-le-corps et de s'en occuper et puis de recruter. Voilà, ça participe aussi à éviter que le désengagement et puis effectivement l'abstention perdure ici. Xavier Moigné, élu socialiste, est notre invité. Il voulait peut-être vous poser une question et après ça sera Michel. Bonsoir Camille, alors je voulais simplement vous dire que j'ai beaucoup de plaisir à partager cette émission avec vous. Et puis comme je connais un petit peu l'histoire de tous ces jeunes qui s'engagent, je suis ravi d'abord que les jeunes s'engagent d'abord au Parti communiste et non pas au Front National. Et je vous dis à très vite parce qu'en général, le mouvement se fait dans le bon sens. D'accord. Michel? Oui, madame... Elle a des convictions, je suis pas certain, moi... On en reparle. Non, mais moi, madame, simplement une question. Là, vous venez de dire, vous parlez du PS au début, qu'en définitive, vous n'adhérez plus du tout à ce que fait le PS actuellement, mais sauf qu'à chaque fois qu'il y a une élection, au deuxième tour, vous votez pour lui. Alors, est-ce qu'il en sera de même pour les élections présidentielles et pour les élections législatives ? Alors du coup je recommence, mais moi je suis secrétaire générale du mouvement des jeunes communistes de France, donc qui est une association loi 1901 qui n'est pas un parti politique, donc effectivement je suis très proche du Parti communiste et j'en suis membre aussi, voilà, mais je ne suis pas responsable national du PCF, donc à ce moment-là, si vous voulez avoir si vous avez des questions sur les stratégies électorales du Parti communiste français, il faut les appeler eux, quoi. Et ensuite, oui, alors moi, à titre personnel, en tant qu'individu, oui, au deuxième tour, je vais voter socialiste, mais parce qu'il y a la droite en face, et même si je suis en profond désaccord et je suis très déçue par tout ce qui est fait par le gouvernement, il y a la droite et l'extrême droite. C'est deux choses quand même différentes, et y compris, je pense qu'on peut pas analyser les choses froidement comme ça, et je suis pas sûre que renvoyer ce genre de questionnement-là tout le temps en disant tous pourris, etc., ça aide les jeunes à y voir clair en politique. D'accord. Une dernière question, Michel, et puis après... Une dernière question, je voudrais avoir votre avis sur la prime à l'incompétence donnée par Madame Royal aux gens qui ont été évincés de la grande région. Vous avez suivi au moins cette première question? Elle doit pas être au courant, la pauvre. Non, c'est ça, oui. elle est pas forcément au courant. Ah vous savez, voilà, alors là, vous me donnez le moyen de m'exprimer encore plus. Il se passe quelque chose dans notre région, et la presse nationale n'en tient pas compte et ne le met pas sur les journaux. Et ça, c'est grave. Vous voyez, la preuve, vous êtes de Poitiers et vous savez même pas ce qui se passe avec Madame Royal qui recase tous les incompétents du Conseil général et qui les met dans les ministères autour d'elle. Bon, très bien. Merci beaucoup, Camille Lenné, d'avoir été notre invité. Merci et bon courage. Et Camille. Bon courage. On sait que vous êtes en lutte. Alors, poursuivez et on embrassera Jacques Arfeuillard de votre part. D'accord, ça marche. Merci. Voilà. On va enchaîner maintenant avec notre invité Xavier Moigné. On va parler des législatives. Est-ce que ce soir, on peut dire que officiellement, vous serez candidat à la candidature sur votre circonscription pour le Parti socialiste? Je pense que ça a transpiré clairement dans la presse. Moi, je ne m'en suis jamais caché.
et j'en suis heureux d'ailleurs d'être candidat à la candidature. Et puis pour rebondir sur la chronique qui a été faite, nous avons effectivement ici quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il va y avoir une candidature à la candidature et il y aura effectivement à regarder les expériences des uns et des autres. Et pour l'instant, dans les candidats que je connais, je suis peut-être un des seuls, pour pas dire le seul, qui ait eu déjà à me frotter au scrutin et qui connaît un petit peu ce qu'est faire une campagne de terrain et qui n'a pas eu la chance d'être élu sur des listes où il est facile d'être le 3e, le 4e ou le 5e. Et puis également, j'ai aussi cette riche expérience d'être un élu qui ne siège pas effectivement sur la ville de Poitiers. Et donc je connais aussi les problématiques périurbaines et urbaines de ces personnes qui habitent dans une grande circonscription, qui est la circonscription 1. Poitiers, c'est un électorat évidemment important. Il y a tous les autres aussi. Je crois qu'il faut être très attentif et ces élections, elles se gagneront probablement sur la ruralité. D'accord. Alors on le sait très bien, dans une élection interne dans un premier temps, c'est pas toujours l'expérience et c'est pas toujours la compétence, on va même aller jusque-là, qui compte. Ce qui compte, c'est d'être au bon moment, au bon endroit dans la structure et dans le parti. Et là, pour le coup, est-ce que vous partez pas avec un train de retard ? Il y a 2 autres candidats. Il y a la candidature évidemment d'Aurélien Tricot, qui est adjoint au maire et vice-président de Grand Poitiers. Et puis quand même, la candidature peut-être de celui qui a le moins d'expérience politique au sens de ce que vous venez de donner, et c'est des éléments, mais on pense à Mathias Agoun, qui est le directeur de cabinet d'Alain Claes, et qui quand même maîtrise l'appareil Poitevin. Et ça, c'est quand même une donnée qui n'est pas négligeable. Alors, première remarque, alors vous voyez, vous êtes comme tous les chroniqueurs et autres journalistes qui finalement n'ont pas bien compris qu'au Parti Socialiste, il pourrait y avoir des candidates à la candidature, parce que cette circonscription, elle n'est ni réservée à un homme et encore moins interdite à une femme. Alors, elle est déclarée, on va dire. Alors, elle est effectivement ici ouverte. Donc vous comptez changer de sexe? Non, je ne compte pas changer de sexe, mais je peux supposer qu'il y aura peut-être des candidates à la candidature, puisque si des circonscriptions sont réservées aux femmes, les circonscriptions où il y a un homme sortant qui ne se représente pas sont tout à fait ouvertes aux 2 sexes. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque, c'est qu'effectivement, on veut toujours résumer le Parti Socialiste à un parti d'appareil. Les militants que je côtoie, moi, en l'occurrence, ont un petit peu de conscience politique et quand même surtout une conscience de la réalité du moment. Et je pense qu'on choisira la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Et puis il ne faut pas manquer de courage quand on est candidat à la candidature. Et il faut quand même être candidat et accepter l'idée qu'on ne sera peut-être pas investi par le parti. Je sais aussi que le contexte pourra refroidir quelques candidatures, puisque les moins courageux d'entre nous pourront peut-être se poser la question de savoir si c'est le bon moment. Bon. En tout cas, merci d'avoir été franc et honnête pendant toute cette émission. C'est pas toujours le cas de nos invités, encore que nous on n'a pas trop à se plaindre depuis le début de l'émission. On va accueillir dans les prochaines semaines évidemment d'autres candidats. Comment ça se passe ? Là on est en pré-campagne interne, comment ça se passe une pré-campagne interne ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'il y a un travail déjà que vous préparez ? Où on se regarde pour l'instant, c'est une période d'observation, c'est comme en boxe, c'est le round d'observation où on est déjà dans l'action, même si c'est pas visible? Alors, on est toujours dans l'action quand on est militant socialiste et qu'on a notamment le souhait d'être candidat à une quelconque candidature. Moi, je suis secrétaire fédéral et j'ai en charge le dossier de la santé depuis quelques années maintenant. Donc, j'ai participé à la plateforme pour notamment l'élection de 2012 sur les problématiques de santé. Moi, je suis au service du Parti socialiste et au service des militants puisque je travaille effectivement quotidiennement sur des thématiques et je rends visite aux sections dans le département pour expliquer ce que peut être la politique de santé qu'on pourrait porter lorsqu'on est de gauche. Et puis, je suis aussi président de l'Union départementale des élus socialistes et républicains. Et ça, c'est un rôle qui est très important parce que je travaille beaucoup avec les élus. Donc, les militants me connaissent, ils connaissent mes qualités et mes défauts. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude, je serai jugé sur pièce. Bon, on va vous souhaiter bon courage dans merci. cette En tout cas, belle merci aventure. de votre invitation. Et puis, je salue aussi Alain Barraud, qui est un ami. Bon, voilà. Merci beaucoup d'avoir été notre invité jusqu'au bout. Pour l'instant, personne n'est parti, mais ça tardera pas à venir avec Frédéric. On va se retrouver le mois prochain. Si je ne me trompe pas, la prochaine date, ce sera le 28 avril. On n'a pas encore le temps pour nos coups de gueule, nos coups de cœur. Je suis désolé. C'est incroyable. C'est incroyable, mais c'était priorité à l'invité. C'est pour ça que je suis énervé. Hein. Je comprends. Allez, on va se retrouver le mois prochain. Jacques Arfeuillère sera de retour. On vous souhaite un bon mois, on va dire ça comme ça. À plus tard.